Les Iraniens sont des stratèges. À l'heure actuelle, Trump sait qu'il existe de moins en moins de cibles à frapper. Et s'il lance son attaque désespérée de 14 jours, il sait aussi que les défenses aériennes de la région risquent de s'épuiser. Il n'y aura pas assez d'intercepteurs pour protéger qui que ce soit. En retour, l'Iran pourrait frapper très durement les pays de la région avec des conséquences encore plus lourdes pour les alliés et intérêts américains. Depuis le 28 février, les Iraniens ont décentralisé la chaîne de commandement et de contrôle. L'Iran a activé pleinement sa stratégie de défense en mosaïque. Le système est conçu pour continuer à fonctionner, même si le sommet est détruit. Il y a un risque d'escalade incontrôlée. Et l'Iran dispose des moyens pour mettre sous pression n'importe quel acteur de la région. Les États-Unis ne peuvent pas vaincre un pays comme l'Iran. C'est impossible. La trêve de Trump a accéléré les plans iraniens. Pendant que les Iraniens ciblaient les bases en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, avec de vieux missiles et quelques drones, ils ont repensé leur stratégie et renforcé la mobilisation de leurs alliés régionaux afin d'affaiblir la position saoudienne. Désormais, c'est le détroit de Bab el-Mandeb qui est sous pression. La production pétrolière saoudienne pourrait être menacée. Une autre blague américaine. Avec Israël, Trump voudrait imposer un blocus terrestre à l'Iran en s'appuyant sur les pays limitrophes. Mais qui conseille Trump? Parce que ces pays se tireraient une balle dans le pied. J'insiste. À ce stade, il ne reste que deux options. Soit Washington se retire et accepte que cette guerre est perdue, Trump signe un accord sur le nucléaire et retire ses troupes dans la honte, soit il s'épuise face à la Chine en Iran et frappe les infrastructures iraniennes. En retour, l'Iran ripostera contre les pays du Golfe avec des destructions inimaginables, provoquant des conséquences mondiales durables. Le détroit de Bab el-Mandeb sera fermé et les câbles sous-marins pourraient également être attaqués. Les États-Unis appellent à l'évacuation des citoyens américains dans tout le Moyen-Orient. La question qui se pose, est-ce que les États-Unis, en prenant cette décision, sont en train de se soucier des populations du Moyen-Orient dont ils ont déclaré être allés sauver de l'Iran? Il faut le rappeler que les populations américaines qui résident au Moyen-Orient sont estimées à plus de 500 000 Américains aujourd'hui au Moyen-Orient, ce qui représenterait notamment une catastrophe de retour migratoire pour les États-Unis. Entre autres, cette décision traduirait l'aveu des États-Unis qui sont totalement aujourd'hui dans l'incapacité de défendre le ciel des différents alliés au Moyen-Orient. À l'état actuel, selon la réalité du terrain, il n'est plus question d'une rumeur sur l'épuisement des stocks des missiles anti-aériens. En d'autres termes, dès que les États-Unis vont donner le coup d'envoi, compte tenu qu'il n'y a plus les missiles anti-aériens pour faire un parapluie sur Israël, ça risque de faire mal sur Israël. Parce que jusqu'ici, depuis la reprise des hostilités, l'Iran n'a pas tiré un seul missile sur Israël, se réservant le droit à une surprise sur Israël si jamais les États-Unis reprenaient les hostilités. Il faut rappeler que si l'Iran voudrait faire mal aux États-Unis, Israël reste notamment le joker iranien. Entre autres, il faut relever l'ambiguïté qui existe sur les prétendues mésententes entre le Premier ministre israélien et Donald Trump. Ça fait pas 2 jours que le Premier ministre israélien était à Washington. Et 2 jours plus tard, la décision d'évacuation des citoyens américains dans tout le Moyen-Orient intervient. D'un côté, on nous parle d'un Donald Trump qui ne voudrait plus de ce conflit. D'un autre côté, on nous reparle d'une évacuation complète des citoyens américains dans la région. Certains diront que c'est Israël qui commande les États-Unis. Moi, je dirais que l'alliance entre les États-Unis et Israël n'est pas près de prendre fin, selon ce que certains nous avaient laissé entendre. Quels que soient les scénarios sur la table, les capacités iraniennes ont été reconnues même par Donald Trump, encore existantes, et ça risque de faire mal, cette fois-ci, dans toute la zone du Golfe Persique, compte tenu que les Houthis du Yémen sont aussi de la partie. Bombardement massif russe. Si les attaques de drones ukrainiens continuent, toute l'Ukraine sera en ruine. Ce pays pourrait être rasé par la Russie. Pendant ce temps, les enlèvements forcés se poursuivent en Ukraine. Des Ukrainiens sont arrêtés dans les rues, sortis de véhicules, de camions, ou même interpellés lorsqu'ils circulent à vélo. Des personnes sont emmenées contre leur volonté pour être envoyées au front. Elles n'ont aucune expérience militaire. Et lorsque les citoyens tentent de s'opposer aux enlèvements ou de défendre leurs proches, ils sont réprimés. Des jeunes qui avaient encore un avenir devant eux sont sacrifiés.
Et quand cela ne suffit pas, les autorités s'en prennent également aux femmes. Pendant ce temps, Zelensky fait sa propagande pour obtenir plus de financement. Il parlait d'une opération de 40 jours capable de faire plier Moscou. Où en est-il? Depuis 2022, il annonce des opérations inutiles alors que la situation sur le terrain reste difficile pour l'Ukraine. On nous dit que l'Ukraine gagne, que la Russie recule. Mais ce sont les mêmes autorités ukrainiennes qui demandent toujours plus d'armes à leurs alliés, qui réclament davantage de missiles patriotes à l'Amérique, qui exigent de nouveaux paquets de sanctions contre Moscou ou à l'Union européenne et qui demandent ensuite à la Russie de revenir à la table des négociations. Quel cirque! Poutine aurait pu choisir une stratégie similaire à celle de Netanyahou à Gaza. Raser tout. Il peut le faire. Il a les missiles, il a les munitions, il a l'arsenal disponible, il a le stock. Il peut raser l'Ukraine en un temps record. Pourtant, il ne l'a pas fait. Parce qu'il considère encore les Ukrainiens comme un peuple frère. Ça, c'est ce qu'on appelle des combattants ou des guerriers au Moyen-Orient. On les retrouve aussi dans un pays d'Afrique appelé le Tchad. On ne parle pas là-bas d'armée, mais on parle plutôt des guerriers. Aux États-Unis et en Occident en général, on les appellerait des vétérans, donc potentiellement à la retraite. Pendant qu'au Yémen, comme vous êtes en train de voir, et en Iran, ils sont encore en activité. Pour eux, être soldat n'est pas simplement un métier, mais c'est une passion pour toute la vie. En d'autres termes, pour eux, défendre la patrie n'est pas lié à un contrat, à une durée. Selon eux, le titre de soldat ne les convient pas. Ils préfèrent être appelés des combattants, des guerriers. Et voilà pourquoi on les chiffre en millions. Pendant qu'en Occident, selon un commentaire sur ma page, quelqu'un a semblé dire qu'il n'existe aucune armée avec plus de 10 millions de soldats. Oui, peut-être, parce que ce sont des soldats. Mais au Moyen-Orient, on parle de combattants. Et tous sont nés pour combattre, pour défendre la patrie. C'est une dévotion et non une mission contractuelle. Et pendant qu'en Occident, les familles attendent le retour de leurs soldats pour ne plus les voir repartis sur le champ de bataille, là-bas, les familles sont prêtes à toute éventualité et attendent potentiellement qu'ils deviennent des martyrs pour avoir donné leur vie pour la nation. Donc, l'affirmation de l'Iran qui posséderait 10 millions de combattants et du Yémen qui s'est déclaré avoir 1 million de combattants n'est pas une affirmation propagandiste. C'est un fait dont vous pouvez aller vérifier vous-même par une intervention militaire américaine et que sais-je encore sur le sol du Moyen-Orient. Là, l'Arabie Saoudite est en train de faire savoir qu'elle ne peut pas elle seule faire face aux outils du Yémen. Et pour cela, elle a annoncé la formation d'une alliance internationale pour faire face aux outils du Yémen et les empêcher de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb. Il faut rappeler que, mesdames et messieurs, principalement, ce sont les produits saoudiens qui passent là-bas. Et l'Arabie Saoudite est en train d'exprimer là, elle ne peut pas elle seule faire face aux outils du Yémen. Ayant annoncé la formation d'une coalition internationale dans laquelle on retrouve des pays comme le Koweït, le Bahreïn, le Qatar, le Pakistan, l'Égypte, la Jordanie, le Bangladesh, le Nigeria, Djibouti et Somalie. Ah oui, donc l'Arabie Saoudite serait en train de dire que non, elle ne peut pas faire face seule aux outils du Yémen. Alors, pourquoi l'Arabie Saoudite exprime ses inquiétudes aujourd'hui et se retrouve dans l'incapacité de faire face aux outils du Yémen? Parce qu'entre-temps, le porte-parole des outils du Yémen a fait savoir qu'ils sont massés à la frontière avec l'Arabie Saoudite 1 million de combattants yéménites prêts à entrer en scène contre l'Arabie Saoudite. N'oubliez pas, on se rappelle, mesdames et messieurs, c'est ces chiffres semblables qui ont freiné les élans d'une invasion terrestre américaine sur le sol iranien. Dès qu'ils avaient entendu tac, 10 millions d'Iraniens sont prêts à prendre les armes pour défendre l'intégrité du territoire. Jusqu'aujourd'hui, les États-Unis ne parlent plus ou ne veulent même plus évoquer du scénario de l'invasion terrestre. Alors là, l'Arabie Saoudite est en train de nous dire que la super armée soutenue par les États-Unis aurait peur des Houthis du Yémen, au point où elle appelle à une coalition internationale pour combattre les Houthis du Yémen. Elle inclut même le Nigeria à l'intérieur et l'Égypte, la Somalie, les pays africains. Alors, si la Somalie, l'Égypte et le Nigeria
ne veulent pas se retrouver mêlés dans ce conflit, ils doivent faire gare à entrer dans cette coalition. Parce que ce qui est clair, c'est que 90% des produits pétroliers qui passent ou alors des marchandises qui passent au détroit de Bab el-Mandeb sont saoudiens. Donc, les Saoudiens sont en train d'appeler ces pays à venir les débarrasser de l'ennemi Houthi. Quelle est la contrepartie? La Russie cible pour la première fois une entreprise américaine en Ukraine. Une usine de production de drones à Kiev a été pulvérisée par la Russie selon The Guardian. Trump a déclaré qu'il enverrait ses émissaires en Ukraine afin de discuter des conditions d'une éventuelle fin de la guerre. Il se plaignait que la Russie pulvérise des immeubles, mais passe sous silence le fait que l'Ukraine installe des usines de drones de munitions en plein centre-ville. À Odessa, les frappes ont visé des sites de stockage d'armes et à ce rythme, la Russie va détruire méthodiquement les infrastructures qu'elle considère comme stratégiques sans que personne ne lève le petit doigt. En Ukraine, les stations-service partent en fumée les unes après les autres, jour et nuit, sans arrêt. Ce que Zelensky voulait imposer à la Russie dans son opération imaginaire de 40 jours semble désormais se retourner contre lui sur son propre territoire et l'Ukraine le paye cash. La Russie porte le plus grand coup à ce jour au commerce maritime ukrainien en mer Noire. Des pétroliers et cargos ont été pulvérisés lors des frappes russes. Et cette paralysie révèle une fois de plus l'échec cuisant de l'Occident et de l'Europe qui ont poussé l'Ukraine dans une aventure militaire désastreuse et ambiguë tout en se retrouvant eux-mêmes dépendants de routes commerciales désormais perturbées à cause des frappes russes. Et voilà, Trump n'autorisera pas l'Ukraine à produire des missiles patriotes. Aucune licence ne sera accordée à Zelensky. Trump a rappelé à Zelensky que les États-Unis doivent être très prudents quant aux technologies qu'ils autorisent à produire. Trump a donc demandé à Zelensky de mettre fin à la guerre et de rechercher la paix, plutôt que de vouloir fabriquer des missiles qui, de toute façon, n'aideraient pas l'Ukraine. L'Ukraine n'a ni les raffineries de terres rares, ni l'écosystème industriel nécessaire pour produire ces intercepteurs de manière autonome. L'Ukraine dépend entièrement des livraisons américaines et alliées. Même les États-Unis et l'Europe ont du mal à fabriquer assez de missiles patriotes parce que les usines qui traitent les terres rares sont surtout en Chine et l'Occident met beaucoup de temps à construire les siennes. Donc, même si Trump donnait son accord, l'Ukraine n'aurait jamais été en mesure de fabriquer des missiles patriotes. Mais comme d'habitude, on vend des effets d'annonce et de gros titres aux trolls qui jubilent, mais au final, il n'y a rien de concret. Les Américains ne donneront jamais les clés de la production des patriotes à l'Ukraine. Pas aujourd'hui et probablement jamais. L'Ukraine est un pays corrompu, instable et en guerre. Zelensky n'est même pas populaire dans le gouvernement actuel et peine à faire adopter quoi que ce soit. Quant à ceux qui se réjouissaient déjà, il faut demander à Zelensky où en est son opération de 40 jours censée plier la Russie. Il ne lui reste plus que 3 jours. Tandis que les missiles russes sont quasiment inarrêtables et frappent jour après jour l'Ukraine. C'est cette opération-là, il faut en parler. On nous a trop vanté l'opération 40 jours. Oh, la Russie, c'est terminé. La Russie sera pliée. Bon, il reste 3 jours, on fait comment ? Alors ça vient de tomber, je sais pas si vous êtes déjà au courant, mais c'est complètement fou. Vladimir Poutine vient de tenter le coup de poker le plus dingue de l'histoire. Selon Politico, il a proposé un marché secret aux États-Unis pour redessiner les zones d'influence mondiale en une seule réunion. Mais attendez, car c'est là que ça devient tordu. L'offre a été transmise en secret à Miami la semaine dernière entre l'envoyé russe Kirill Dmitriev et l'entourage de Trump. Poutine propose d'arrêter de partager les coordonnées précises des bases américaines avec l'Iran. En clair, il est prêt à vendre son allié au Moyen-Orient. Là, on vient de passer un cap de trahison totale. En échange de ce sacrifice, il exige une seule chose, que Washington coupe immédiatement tout partage de renseignements avec l'Ukraine. C'est un échange de vie contre des données stratégiques. Poutine veut aveugler l'armée ukrainienne pour en finir une bonne fois pour toutes avec sa guerre en Europe. Écoutez bien, car c'est là que le piège se referme. Washington a rejeté l'offre instantanément et les diplomates européens qualifient ce deal d'outrageant. Mais le message est passé. En 2026, la Russie ne s'embarrasse plus de morale. Poutine sacrifierait n'importe quel allié si cela lui permet de gagner son duel contre l'Occident. On n'est plus dans la diplomatie, on est dans le marchandage pur. Si ce deal avait été accepté, les soldats américains au Moyen-Orient seraient en... C'est cette annonce qui a mis fin à toute spéculation des États-Unis d'une intervention militaire terrestre. Lorsque le président iranien avait annoncé que 10 000 combattants iraniens se sont prononcés pour la défense de la patrie, les États-Unis avaient plié leur queue entre leurs jambes et jusqu'à présent, ils se sont limités sur les bombardements aériens à distance.
Les Iraniens les ont fait comprendre que envoyez vos bombes, mais tenez-vous très loin du sol iranien. Parce que nous sommes prêts à défendre le sol iranien avec nos moyens par toutes les manières. Et ça, les États-Unis ont su que ce n'était pas un bluff. Voilà donc maintenant, mesdames et messieurs, l'Arabie Saoudite dit vouloir engager une opération contre les Houthis du Yémen sur le sol yéménite. Ils sont appelés les Ansarallah. Parallèlement donc, les Houthis, le porte-parole des Houthis a fait savoir qu'ils possédaient à leur actif, maintenant que nous sommes en train de parler, d'1 million de soldats yéménites, Houthis, qui sont prêts à défendre intégralement leur territoire. Donc, si l'Arabie Saoudite est toujours prête à une potentielle confrontation, elle n'a qu'à venir franchir la frontière. 10 millions de combattants, mesdames et messieurs, imaginez-vous. Ce n'est pas 10 000, ce n'est pas 100 000, 10 millions. Pour ceux qui pensent que non, les bombardements, les missiles font la guerre, détrompez-vous. Restez en l'air, bombardez, restez à distance. Mais tant que le territoire iranien et le territoire des Houthis est garanti, qu'il ne sera pas violé par un seul soldat américain ou un seul soldat saoudien, faites ce que vous voulez à distance. Vous allez finir par vous fatiguer. C'est ce qui arrive aux États-Unis aujourd'hui. Ils ont bombardé. Et non seulement les stocks, nous dit-on, sont épuisés, mais eux-mêmes, ils sont fatigués. Parce que tant qu'ils n'ont pas pris possession du sol iranien, ils ne peuvent et ne pourront aucunement prétendre avoir remporté le conflit. L'Ukraine dit avoir intercepté un seul missile parmi les 27 missiles tirés par la Russie hier et déclare notamment une pénurie des missiles intercepteurs patriotes. Et là, il crie au secours aux Américains, mais sans déclarer ouvertement que ce conflit est ouvertement et nettement une chose américaine. Mais l'Ukraine a toujours dit avoir la capacité de défier la Russie. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'aujourd'hui, on appelle au secours aux États-Unis, qu'il n'y a plus de missiles intercepteurs patriotes. Est-ce que les États-Unis eux-mêmes, ça les laisse? Ça ne laisse pas. Les États-Unis ne sont pas épargnés. En Iran, au Moyen-Orient, actuellement, ils ont des dossiers plus importants que l'Ukraine. Ils ne peuvent pas sacrifier les intérêts. Les intérêts américains au Moyen-Orient, mesdames et messieurs, sont 1000 fois plus importants que les terres rares que l'Ukraine va offrir aux États-Unis. Et là, les États-Unis non seulement ne peuvent pas sacrifier leur stock de missiles qui est déjà sur perfusion en cas d'un conflit important qui impliquerait le territoire américain, que vont-ils faire s'ils finissent d'épuiser leur stock d'intercepteurs en Ukraine qui les a donné simplement la garantie de leur fournir les terres rares? Est-ce que les États-Unis vont risquer leur sécurité nationale pour une affaire de terres rares? Et maintenant, qu'en est-il de l'affirmation qui passe en boucle sur nos chaînes occidentales selon laquelle l'Ukraine serait en train de démonter totalement la Russie? Qu'en est-il de ça? Mais on ne peut pas faire la guerre et compter sur les moyens des États-Unis. Si réellement c'est une guerre de l'Ukraine, il faudrait encore se pencher sur cette hypothèse. Est-ce que vous savez pourquoi ce gros machin nord-coréen gêne autant les États-Unis? Ah oui, ce gros engin-là, ça gêne autant les États-Unis. Parce qu'il se pourrait en fait que les États-Unis ont pris l'habitude de prendre un jouet comme ça, de le faire passer dans les laboratoires d'Hollywood et d'en ressortir des trucs semblables à cela qui étaient en fait des jouets, des prototypes qu'ils ont diffusés partout à travers le monde au travers des films de Hollywood qui ont exprimé une mythologie d'une puissance américaine. Ah oui, il était question de ça, des trucs comme ça. Ils rendaient ça comme ça. Mais le problème ici, avec cet engin nord-coréen, c'est que ce n'est pas un jouet. C'est ce qui gêne tellement les États-Unis. Parce qu'ils se rendent compte que là, il s'agit de la réalité. La Corée du Nord, chaque fois qu'elle fait défiler ça, comme tout récemment encore, ça dérange un peu les États-Unis. Parce que là, ils se rendent compte qu'il n'est pas question d'Hollywood. Il est question de la réalité. Et que si ça explose, une bonne partie du territoire américain risque d'être réduit en cendres.
C'est ce qui gêne autant les États-Unis. Lorsqu'ils voient ça, ils savent que contrairement à ce qui nous pondent à Hollywood, parce qu'ils sont capables de prendre un truc comme ça, tout petit comme ça, de le grossir comme ça, par des scénarios et de le faire passer par des films hollywoodiens qui s'assimileraient à la réalité. Et il y aurait toujours des personnes très ignorantes dans les 4 coins de la planète pour continuer à croire que, en fait, ces trucs que les États-Unis depuis des années ont passé dans les scénarios étaient en fait de la réalité. Et la puissance américaine est restée gravée dans leur esprit. Autant ils ne peuvent se séparer d'Hollywood qu'ils ne pourront jamais se séparer de l'idée de la superpuissance américaine. Lorsque les États-Unis voient ça aux côtés de la Corée du Nord, ils savent que ce n'est pas une mise en scène. C'est ce qui gêne autant les États-Unis. En espérant avoir derrière la récompense, la carotte. La carotte, c'est le nucléaire civil, sauf qu'ils l'auront pas parce qu'il faudra normaliser avec Israël. Et ça, dans la société saoudienne, c'est pas la société émiratie. La société saoudienne, elle est plus traditionnelle. Il y a à l'intérieur de l'Arabie saoudite des forces qui sont très antagonistes vis-à-vis des intérêts de MBS, de Mohammed bin Salman. Donc Mohammed bin Salman, il ne peut pas faire la normalisation. N'oubliez pas qu'il y a une grande tradition d'assassinat. Pensez au roi Faisal en Arabie Saoudite. Il y a une grande tradition d'assassinat ou de mort très opportune dans le pouvoir saoudien. Je pense que MBS n'a pas envie de passer la postérité comme ça, comme étant le prince héritier assassiné. Donc, mes amis, vous avez ici une situation qui est cocasse, qui est que les Saoudiens ont déclaré la guerre à l'Iran en espérant obtenir une récompense derrière qu'ils n'auront pas. C'est ce qu'on appelle, pardon du terme, mesdames et messieurs, mais si vous en êtes à la 15e minute avec moi, c'est que vous êtes habitués à mon langage assez fleuri, mais enfin c'est une sorte de... on pourrait dire que l'Arabie Saoudite est en passe d'être cocufiée. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est que l'Arabie Saoudite est en passe d'être cocufiée. La Chine livre à l'Iran 400 systèmes de missiles sol-air, mes amis, directement entre les mains de Téhéran pour se défendre face aux États-Unis. En effet, mes amis, et la source est très fiable. Il s'agit de Reuters, mes amis. Donc l'Iran va recevoir 400 systèmes de lancement de missiles sol-air à mettre directement sur les épaules pour descendre les avions américains. Alors il y a quelque chose quand même qui m'a fait sourire, c'est que les Chinois ont démenti. Les Chinois ont carrément fait une conférence de presse en disant « Jamais on ne livrera les 400 lanceurs à l'Iran ». Mais vous savez très bien que les Chinois ils font comme d'habitude. Ils font et ils démentent, mais en vérité, mes amis, ils soutiennent l'Iran. Et quand je vous dis comme d'habitude, c'est vraiment comme d'habitude. Les Chinois sont habitués à faire ça et il n'y a aucun problème. Ils dissimulent face aux Américains. Exemple, lorsque les Chinois avaient donné un satellite espion chinois directement aux Iraniens pour pouvoir frapper les radars américains, et bien ensuite, ils avaient démenti. Et pourtant, c'était une info du Financial Times. Les Chinois ne peuvent pas dire ouvertement qu'ils sont les principaux sponsors de l'Iran. De la même manière qu'ils ne disent pas non plus qu'ils soutiennent la Russie. Et pourtant, ils le font, mes amis. Les Chinois sont intelligents. Faire les choses, mais pas forcément s'en réclamer. Et ça, c'est brillant. Bon courage à ceux qui vont survivre. La première guerre du Golfe, si on regarde bien, hop là, 90-91. Et donc, c'est les Saoudiens qui ont imposé à l'Irak cette guerre. Avec un blocus qui ensuite a généré plus d'1 million de morts. Et je ne sais combien de centaines de milliers d'enfants. Tout ça à cause des Saoudiens et des pétromonarchies du Golfe. En termes de moralité dans le Moyen-Orient, les Saouds, on est quand même très en bas de la chaîne alimentaire de la moralité. D'ailleurs, le relais de la CIA dans le monde, qu'on appelle l'Ukraine de Zelensky, a été dénoncé par le conseiller supérieur à la sécurité irakienne, qui a dénoncé donc l'implication d'Ukraine dans plusieurs actes de terrorisme directement sur le sol irakien. Donc l'Irak est au centre des préoccupations saoudiennes, américaines, ukrainiennes, donc de la CIA. L'objectif est encore, après avoir fait tomber la Syrie dans l'escarcelle américaine, quasiment pro-israélienne, eh bien l'objectif est de faire que l'Irak soit désaxé par rapport à l'Iran, donc de séparer l'Irak et l'Iran, qui est un gros bloc, pour permettre aux Américains d'étendre encore leur zone d'influence au Proche et au Moyen-Orient. Grande stratégie des Anglo-Saxons, diviser pour mieux régner. Alors là, il ne s'agit pas d'unifier les Arabes, puisque les Iraniens ne sont pas des Arabes, rappelons-le, ce sont des Perses, mais il s'agit toujours de diviser le monde musulman au Proche et au Moyen-Orient. On écoute. Du jamais vu. Emmanuel Macron vient de décider l'expulsion de Ksenia Fedorova sous le prétexte fallacieux, écoutez les termes, dignes d'une dictature, de désinformation, de déstabilisation, de relais du discours des autorités russes pour manipuler l'opinion publique française. Alors demain, il faut expulser toutes les personnes qui ont une vision différente du conflit entre Israël et la Palestine que celle du gouvernement, ou
sur d'autres situations dans le monde. C'est la fin de la libre expression en France, c'est la fin de la nation, c'est la fin de la République, c'est l'obéissance servile à une dictature qui s'appelle Union européenne. Parce qu'elle a déclaré que c'était l'Occident qui avait choisi de prolonger le conflit en Ukraine, présenter le Maïdan de 2014 comme un coup d'État, qualifier l'annexion de la Crimée de réunification, affirmer que la liberté d'expression n'était pas garantie en France, soutenu que l'Union européenne n'était qu'une annexe de l'OTAN, estimé que les sanctions européennes contre la Russie étaient des actes de guerre se retournant contre les populations européennes et affirmé que l'objectif des dirigeants européens était de faire croire que l'Ukraine était en train de gagner la guerre. Or, c'est faux. Les dirigeants français ont décidé de l'expulser, estimant qu'elle contribuait à diffuser un discours de désinformation et de déstabilisation visant à manipuler l'opinion publique. En gros, dire la vérité est une ligne rouge. Si c'était l'AES, la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord qui agissaient de cette manière, Reporters sans frontières, SCI, BFM, Jeune Afrique, RFI et toutes leurs sphères médiatiques crieraient immédiatement à la dictature. C'est ce qu'ils font de toute façon. Ils parlent d'atteinte à la liberté de la presse et au droit de l'information lorsque les pays de l'AES les censurent. Mais lorsque leurs médias relaient de la propagande, diffusent de la désinformation sur l'AES, s'appuient sur des sources terreau-terreau, assurent la promotion des attaques de groupes armés et passent sous silence les succès de l'AES, de la Russie ou de l'Iran, c'est les présenter comme de l'information. Ce qu'ils ne tolèrent pas chez eux et imposent aux autres, moi je vous le dis, nous allons aussi le leur appliquer chez nous, en Afrique. C'est tout, c'est la règle d'or. Donald Trump a un nouveau plan de frappe en Iran. En fait, c'est plus un bourbier. Ça fait trop longtemps, c'est plus un bourbier. Là, ma vidéo, c'est que vous m'aidiez à trouver un autre mot. Au Moyen-Orient, les États-Unis se préparent à attaquer l'Iran. Un plan de frappe aérienne de 2 semaines évoqué par le CENTCOM est sur la table, imaginé par le CENTCOM. Donald Trump étudie très sérieusement cette option. Les explications de notre correspondante Sonia Dridi à Washington, qui s'est d'ailleurs entretenue par téléphone avec le président américain. Oui, le chef du CENTCOM, l'amiral Cooper, a proposé à Donald Trump un plan pour une campagne aérienne punitive et massive qui pourrait durer de 10 à 14 jours. L'objectif, c'est d'affaiblir considérablement la capacité de missiles de l'Iran et d'aller au-delà des frappes de représailles. L'amiral Cooper, qui est convaincu que la force militaire pourrait porter un coup très dur à l'Iran si on lui laisse du temps, alors que de nombreux experts militaires pensent que la puissance aérienne seule ne permet pas de remporter une guerre. Alors Donald Trump pourrait donner son feu vert à cette option ou alors continuer des frappes limitées pour laisser la voie ouverte à la diplomatie. Donald Trump qui, il y a quelques jours, lors d'une interview au téléphone, m'a dit que s'il n'obtenait pas 100% de ce qu'il voulait à propos de l'Iran, eh bien, il pourrait absolument relancer une guerre à grande échelle. C'est quoi le but? Donc, finalement, les Iraniens, ils maintiennent leur capacité de missile. Donc, finalement, vous n'avez rien foutu jusque-là. Donc, finalement, vous nous avez menti. Finalement, vous ne savez même pas quelle stratégie adopter. 2 semaines de frappe pour anéantir l'Iran, laissez-moi vous dire, non, c'est inutile même d'ailleurs de vous dire que ça ne servira à rien, qui peut le plus, peut le moins. Ils ont tenu bon pendant 2 mois, c'est pas 2 semaines. Encore, la force de frappe les Américains s'est réduite, donc ça ne servira à rien, inutile de vous le dire. Et donc là, vous ne savez pas aussi si vous allez continuer à faire des petites frappes sporadiques pour que les Iraniens ils viennent négocier. Ça aussi, ça ne marchera pas. C'est quoi le grand frère de Bourbier, c'est quoi? Grand frère de Bourbier. Ah, il faut chercher, donnez-moi tout en commentaire. Ah, non. Première phase, ça n'a rien fait. Deuxième phase, ça n'a rien fait. Troisième phase, ça a duré 2 jours. C'est quoi? Ça sera une 4e phase. Ok. Pendant ce temps, l'Iran peut vous bombarder à tout moment. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est parce que vous ne pouvez plus protéger vos partenaires. Il n'y a plus de missiles, antimissiles, THAAD et tout ça. Vous ne pouvez plus rien faire. Donc, vous essayez de frapper, avoir les missiles et tout, pour que ça revienne en Jordanie et tout. Échec. Échec total. Et donc là, l'Iran menace de taper sur le canal de Suez. Apparemment, il y a 2-3 missiles qui sont arrivés dans les environs. L'Égypte cherche encore les preuves que c'est l'Iran. Vous cherchez. Ils sont en train de menacer de fermer le canal de Suez, y compris détroit de Bab el-Mandeb, enfin c'est les 2 extrémités. Même au milieu, comment on appelle ça là, le pipeline là des Saoudiens, l'Iran menace ça aussi. Donc au milieu, à l'extrémité des 2 extrémités, voilà. C'est ce qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Ah, cherchez-moi un autre mot, s'il vous plaît. Bouvier, c'est trop petit. Pardon. Non. Ouais. Demain, je rentre chez moi, mes vacances sont finies. Là, j'aurai le confort, peut-être faire mes vidéos. Après la Jordanie, c'est au tour de Bahreïn de prendre cher. Les gardiens de la Révolution continuent de frapper les bases américaines et ça fonctionne bien. À Ceuta en Espagne, entre 20 000 et 30 000 jeunes Marocains tentent leur chance. Vendredi 31 juillet 2026, je te raconte l'actualité, mais pas comme le ferait un média mainstream en France. Alors, abonne-toi. C'est parti. Après la Jordanie, cette nuit, c'est Bahreïn qui subit les foudres des gardiens de la Révolution. En effet, dans la ville de Sheikh Issa, plusieurs points d'installation américains ont été détruits. Des installations radars, des générateurs électriques et des points d'approvisionnement logistique nécessaires au fonctionnement de l'armée américaine complètement détruits. Le CENTCOM américain lui dément, comme d'habitude, sachant que des images satellites ont été publiées la nuit dernière, montrant comment les Iraniens ont détruit des F-35 garés dans la base de Mouafak, portant le total de 6 F-35 détruits depuis 15 jours, sachant qu'un F-35 coûte au moins 200 millions de dollars. Je vous laisse faire le calcul, sans compter la logistique qu'il faut derrière pour le faire fonctionner. Dans le même temps, un mystérieux drone est venu s'écraser sur une installation énergétique américaine en Égypte. En effet, près du canal de Suez, un drone est venu s'écraser sur une installation GNL. C'est du gaz naturel liquéfié. Les Iraniens, eux, réfutent être responsables de cette attaque. On dirait bien que quelqu'un veut faire entrer l'Égypte dans ce conflit. Pendant ce temps, à Ceuta, entre 20 000 et 30 000 jeunes Marocains tentent leur chance. Ceuta est un point de jonction entre l'Espagne et le Maroc, séparé par un territoire maritime et terrestre. Pour les jeunes Marocains, il a fallu nager le long de la côte. Les médias vous parlent de migrants, mais ce sont des personnes, des humains. Entre 15 morts et plusieurs dizaines de blessés, sans compter les disparus. Il n'en fallait pas plus pour que la Commission européenne ordonne à l'Espagne de gérer le flux migratoire, coûte que coûte, quitte à faire appel à l'armée. Plusieurs dirigeants européens comme Meloni exhortent l'Espagne de stopper ce flux et de sortir de l'accord de l'espace Schengen. En d'autres mots, vous allez devoir présenter vos papiers d'identité si vous traversez la frontière espagnole pour entrer dans l'Europe. Les médias racistes français sont aux abois et en même temps, ils ont à manger pour plusieurs mois. Ils vont pouvoir se nourrir de ce fait divers pour vomir leur haine raciste et anti-migrants. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.